Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui réunit les membres du jury national de l'examen d'accès 2024, avec Madame Sylvie Monand, conseillère honoraire à la Cour de cassation et présidente du jury, Monsieur Georges Decoq, professeur à l'Université de Paris-Dauphine, Monsieur Guillaume Payan, professeur à l'Université de Toulon et Maître Hervé Deuf, commissaire de justice à Brest. À quelques jours des premières épreuves, ce webinaire va revenir sur les attentes de l'examen et les erreurs à éviter le jour J. Il vient compléter les conseils de préparation disponibles sur le site de l'INCJ. Durant ce webinaire, les candidats pourront poser leurs questions par écrit en utilisant la fonctionnalité Conversation. Une sélection de questions sera faite, elles seront lues en fin de webinaire afin que les intervenants puissent y répondre. Madame Monand, en votre qualité de présidente du jury national, quel est le principal objectif d'un tel webinaire pour les candidats ? Un tel événement a déjà été organisé par le passé. Avez-vous ressenti une amélioration dans la préparation et la présentation des sujets par rapport à la première session, au lendemain de la mise en place de la réforme ? Alors, bonjour à tous d'abord et merci de participer à cet événement. L'objectif du webinaire est de vous aider à vous préparer pour l'examen, tant pour les écrits que pour les oraux, et de vous aider et de répondre à vos questions et vos inquiétudes par rapport à cet examen. Alors, nous avons l'année dernière organisé déjà un webinaire que vous pouvez consulter sur le site des commissaires de justice. Vous avez déjà un grand nombre d'informations que je valide de nouveau et qui vont vous servir à préparer votre examen. Ce que je peux vous dire, c'est que cela a été utile. Il m'a semblé que les candidats étaient mieux préparés, notamment pour l'oral. Le grand oral, qui est une épreuve qui n'est pas facile pour vous, a été traité de meilleure façon par les candidats qui, par exemple, ont tous présenté leur intervention avec un plan, ce qui n'avait pas été le cas auparavant. C'était mieux préparé pour les petites questions que nous pouvions leur poser. Pour l'écrit, il y a encore des progrès à faire, notamment dans la lecture des sujets, dans l'appréhension des questions et dans la synthèse qui doit être faite de vos réponses. Voilà. Professeur Decoq, en quoi consiste l'épreuve du matin, sur le droit civil et le droit commercial ? Qu'attendez-vous du candidat ? Quelles sont les erreurs à éviter et quels conseils méthodologiques pourriez-vous lui donner ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, et merci de vous être connectés pour suivre ce webinaire. En quoi consiste l'épreuve de droit civil et de droit commercial du matin? C'est un cas pratique ou une consultation juridique. Le cas pratique, c'est une réponse objective à la question qui vous est posée, tandis que la consultation juridique, ça consiste à donner un avis qui vous est sollicité par le rédacteur du sujet. Alors, qu'est-ce que j'attends du candidat? J'attends du candidat, tous les énoncés de sujet finissent par une question. Donc, ce qui est attendu du candidat, c'est qu'il réponde à la question qui lui est posée, non pas simplement une réponse oui, non, peut-être, monsieur machin a raison, monsieur bidule a tort, mais une réponse argumentée juridiquement, fondée sur la règle de droit. Quelles sont les erreurs à éviter? Les erreurs à éviter sont, j'ai envie de vous dire, d'une double nature. Prendre un prétexte du cas pratique pour en faire une dissertation sur un sujet de droit, et donc rester dans l'énoncé de la règle sans en tirer les conséquences, ou délayer, argumenter les questions de fait sur des considérations extra-juridiques en disant que c'est injuste, que c'est l'opportunité, qu'il faut donner raison à telle ou telle personne, sans le fonder sur une règle. Alors, ça conduit à donner quelques conseils méthodologiques.
quel conseil méthodologique donner? J'ai envie de vous dire qu'il y a deux phases. Il y a la phase de brouillon et il y a la phase de rédaction. La phase de brouillon est essentielle parce que elle se déroule en 3 temps. Tout d'abord, il faut lire le sujet. Madame Monan a insisté sur cet aspect tout à l'heure. Il est primordial de s'imprégner du sujet, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'en faire une lecture superficielle et de croire qu'on a compris le sujet très vite. Il faut comprendre la question qui vous est posée et le lien de cette question avec les faits qui vous sont exposés. Bien. Ensuite, la deuxième point, c'est de dégager la question de droit auquel il va falloir répondre en l'alimentant avec les faits qui vous sont illustrés. Alors, l'expérience aidant des années précédentes, il est très rare que vous ayez une question ouverte dans laquelle on ne vous guide pas vers la règle de droit. Aujourd'hui, dans les façons de poser les questions ou d'amener la question, on vous indique clairement vers quel type de règle de droit il faut vous orienter. Troisième temps du brouillon, c'est identifier la règle. Et une règle de droit se compose de 2 choses, des conditions d'application et des effets qu'elle produit. Donc, vous devez vérifier que les conditions d'application de la règle sont réunies au cas d'espèce. Oui, non, peut-être, parce que les faits peuvent être insuffisants. Les faits peuvent être suffisants. Et puis, donc faire ce qu'on appelle, ça vous renvoie au syllogisme judiciaire, faire une opération de qualification juridique de certaines notions. Et puis ensuite, donner la solution. C'est-à-dire, si la règle de droit s'applique, voilà quelles en sont les conséquences. Et si la règle de droit ne s'applique pas, ou vous ne savez pas, quelles en sont les conséquences. Donc il faut, quand vous allez rédiger, maintenant c'est la phase de rédaction, j'ai envie de vous dire que la première phrase que vous devez poser, c'est la réponse à la question. Vous devez dire, vous me posez telle question, ça ne sert à rien de reprendre les faits, de paraphraser le cas. Vous commencez, vous me posez telle question, voilà la réponse, et pourquoi? Voilà. Et mon conseil méthodologique serait le suivant. C'est le cas pratique au fond du fond, c'est le retour du syllogisme juridique. On vous donne les faits, à vous de trouver la règle et d'en faire application compte tenu des faits qui vous sont donnés. Voilà. Ajouter quelque chose. Cela suppose que vous connaissiez votre programme de droit civil et de droit commercial, puisque l'épreuve porte sur le droit civil et du droit commercial. Il y a des interactions. Les sujets sont faits pour balayer une partie de votre programme. Donc, ne faites pas d'impasse. Et par ailleurs, sachez qu'il faut vous tenir au courant de la jurisprudence récente. C'est important parce que ça vous permettra de répondre à certaines des questions qui vous sont posées. Oui, j'ajoute, vous avez droit au code, code civil, code de commerce. Et des codes avec lesquels il y a de la jurisprudence sous les codes. Donc, le conseil que je peux vous donner d'entraînement, c'est d'avoir un code à jour, parce que, comme le dit Madame Monan, souvent on se réfère à de la jurisprudence récente, 2023, 2024. Donc, si vous avez des codes antérieurs, vous risquez de passer à côté de certaines décisions de justice dont sont inspirées le cas pratique. Donc, vous avez le droit au code. Vous pouvez citer ces jurisprudences qui sont sous les articles du code, qui sont généralement d'actualité. Et le conseil que je peux vous donner, c'est d'apprendre à manier ces codes avant l'épreuve. Vous n'allez pas découvrir un code civil ou un code de commerce le jour de l'épreuve parce que vous allez perdre énormément de temps. Professeur Payan, en quoi consiste l'épreuve de l'après-midi, sur les procédures civiles, les modes amiables des différends, les modes alternatifs de règlement des différends et les procédures civiles d'exécution? Qu'attendez-vous du candidat? Quelles sont les erreurs à éviter et quels conseils méthodologiques pourriez-vous lui donner? Donc, je voulais indiquer, d'abord, vous saluer tous et vous remercier
comme l'a fait le professeur Decoq pour votre connexion. Et comme je le disais, sans micro, mille excuses, tout ce qui a été dit correspond à peu près à ce que je souhaitais vous indiquer pour l'épreuve de l'après-midi, parce que les conseils sont les mêmes en réalité. Il s'agit de 2 cas pratiques qui portent cette fois sur la procédure civile, les procédures d'exécution, les modes amiables. Les questions sont clairement identifiées, donc vous ne pouvez pas passer à côté d'une question. Pour ce qui est de ce qu'on attend des candidats, tout a été dit précédemment, être rigoureux sur le fond, sur la forme, l'orthographe, la présentation, ça compte aussi. Pour ce qui est des erreurs à éviter, alors j'ajouterai par rapport à ce qui a été dit, la question de la gestion du temps. Vous avez une durée déterminée, les questions ont été posées en conséquence. Donc, à mon sens, il est préférable de répondre à toutes les questions, même avec quelques éléments, ne pas faire d'impasse. Parce que si vous passez trop de temps sur une question, vous n'aurez pas plus de points que ceux qui sont prévus pour cette question-là. Donc, essayez de bien gérer votre temps et ça devrait normalement bien se passer. Pour ce qui est des conseils méthodologiques, je rejoins ce qui a été dit là encore, bien lire le sujet, bien identifier les questions, s'entraîner avec des codes à jour, c'est important. Et pour ce qui est de la réponse, simplement peut-être rappeler en une phrase les faits, rappeler la règle de droit et puis l'appliquer. Parce qu'on s'est aperçu l'année précédente, en tout cas, que certains rappelaient la règle de droit mais ne l'appliquaient pas au cas. Donc là, vous passez à côté et vous risquez de perdre des points bêtement. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, mais encore une fois, tout ce qui a été dit auparavant s'applique aussi pour l'épreuve de l'après-midi. Je voudrais rajouter une petite chose sur la forme. Vous avez dit que c'était important l'orthographe et la syntaxe, donc veillez-y. Votre écriture est importante. Je sais bien que vous vous servez d'ordinateur au quotidien. L'épreuve est écrite et manuscrite, donc veillez à votre écriture, veillez à aérer votre devoir, parce que avoir des paquets tout serrés à lire pour le correcteur, c'est assez pénible. Donc, aérez votre devoir et relisez, essayez, comme le disait Monsieur Payan, de répondre à toutes les questions, fût-ce rapidement. Comme il le disait très justement, c'est pas parce que vous répondrez beaucoup à une question que vous aurez forcément plus de points. Il y a un barème qui est donné, donc essayez de répondre à toutes les questions. Et efforcez-vous de gérer votre temps. Vous avez 3 heures pour les épreuves, pour avoir au moins 10 minutes pour vous relire et justement éviter les fautes d'orthographe et veiller à ce qu'il n'y ait pas de mots oubliés ou qu'il y ait des contradictions dans votre devoir. Voilà. Peut-être, est-ce que l'on pourrait peut-être préciser, puisqu'on est sur les épreuves écrites, est-ce que vous attendez, je dévance un peu sur les questions, mais est-ce que vous attendez sur la mise en forme une réponse directe, c'est-à-dire la réponse directement? Ça dépend de la question qui est posée. Si vous voulez. Quand la question, on vous demande qu'en pensez-vous, vous êtes d'accord ou pas d'accord. Donc ça, c'est une réponse directe. Donc si on vous dit, est-ce que machin a raison, il a peut-être raison ou tort. Donc, vous voyez, ça dépend comment est formulée la question, ou c'est une question ouverte. Que feriez-vous à sa place? Alors là, vous voyez, tout dépend de la façon dont est formulée la question. Si c'est une question qui peut susciter une réponse ouverte, ou si on vous demande de prendre une position oui, non, peut-être. Et quand vous répondez, comme il faut argumenter, vous partez de la règle de droit et vous appliquez la règle de droit, comme l'a dit Monsieur Payan. N'oubliez pas de rappeler aussi quelle est la règle de droit applicable. Parce et que l'article du Code civil, voilà, et la jurisprudence, et citer éventuellement un arrêt qui illustre l'application de la règle de droit. Alors, nouvelle question, enfin, sur les précisions sur les preuves écrites, c'est on applique la règle de droit, on répond à la question, mais lorsque l'on va déterminer la règle qui s'applique, est-ce qu'il faut développer les solutions qui ne s'appliquent pas? Alors non, en un mot, parce que ça ne sert à rien de développer des choses au bout du bout pour dire, en fin de compte, non. Donc, allez tout de suite, quand on a une règle de droit qui ne s'applique pas parce qu'il manque, par exemple, il y a 3 conditions pour qu'elle s'applique.
les évoquer, mais il faut dire il y a 3 conditions. Celle-ci est manquante, donc tout de suite, je dis qu'elle ne peut pas s'appliquer. Ou je ne sais pas si elle peut s'appliquer parce que les faits qu'on me donne ne me permettent pas de déterminer si la règle s'applique. Voilà. Mais ça ne sert à rien de diluer des tartines pour finir par dire, bah, écoutez, non. Donc il faut aller à l'essentiel. Ça fait partie de la pertinence du propos, c'est-à-dire que il faut dire les choses, et il faut les dire clairement et aller parfois directement. Il faut faire une synthèse de votre réflexion et il faut être précis et rigoureux. Voilà. C'est pour ça qu'il faut d'abord faire une phase de brouillon avant de faire une phase d'écriture, parce que ça permet de décanter et de découvrir parfois dans sa phase de brouillon des choses auxquelles on ne pense pas tout de suite. Peut-être pourrait-nous rappeler également qu'au final, le point accordé est fonction non seulement de la solution qui est donnée, mais également de son argumentation. Oui, bien sûr. Bien d'accord. Bien sûr. J'ai envie de vous raconter une histoire, si j'ai un peu de temps, Madame la Présidente. C'est un concours pour passer c'est le concours d'inspecteur de police. Il y a une épreuve, il y a 3 personnes. Le membre du jury donne une photo, dit voilà, je vais vous montrer une photo 3 secondes, je vais la retirer et vous devez me donner le signe distinctif qu'il y a sur cette photo. Alors, l'inspecteur de police monte la photo, puis la retire, et le premier lui dit alors, qu'est-ce que vous avez remarqué sur cette photo? Il dit ben voilà, c'est simple, le monsieur sur la photo, il avait qu'un œil. L'inspecteur s'énerve et dit mais non, vous comprenez bien, c'est une photo de profil, c'est normal qu'il ait qu'un œil. C'est pas... Le deuxième lui dit moi c'est facile, il avait qu'une oreille. Alors là, l'inspecteur de police s'énerve, dit c'est pas possible, vous avez rien compris, c'est une photo de profil. Et le troisième lui dit il porte des lentilles de contact. Alors là, l'inspecteur de police est étonné, il va se renseigner, il revient, il dit effectivement, il y a des lentilles de contact, mais comment vous avez vu ça? Comment vous avez fait dans si peu de temps? Il dit, écoutez, c'est simple, quand on n'a qu'un œil et qu'une oreille, on ne peut pas porter de lunettes. Donc, ce que vous comprenez, ce que vous devez comprendre, c'est que vous pouvez donner une solution juste, mais une argumentation fausse. C'est comme dans les problèmes de mathématiques. Et cette histoire l'illustre parfaitement. Donc, ce qui est important, et parfois vous pouvez avoir un raisonnement juste et aboutir à une solution erronée. Donc, il y a l'argumentation, le développement des conditions d'application d'une règle de droit et les effets qu'on en tire. Et parfois, il faut avoir, c'est l'ensemble qui doit être bon pour performer. C'est pas l'un plutôt que l'autre. Alors, on est gentil dans la correction, mais s'il y a une incohérence logique, c'est pas le signe d'un esprit juridique structuré et rigoureux. Et on vous rappelle qu'il y a une double correction de toute façon. Hein. Oui. On va les prendre après, du coup. D'accord. Et on va le préciser peut-être. Je vais le dire là. Oui, voilà. Hein. Au contraire, c'est bien de poser les questions tout de suite. Alors, Madame Monan, l'an passé, vous aviez donné... Alors, juste une précision, il y a des questions qui arrivent. Nous allons y répondre en fin de webinaire. Elles ne sont pas oubliées et elles vont être regroupées après que nous ayons fini d'intervenir. Nous répondrons à toutes celles qui sont là aussi pertinentes. Voilà. Donc, on va passer au grand oral. Madame Monan, l'an passé, vous aviez donné les grandes lignes de ces épreuves à travers un interview, en prodiguant des conseils. Cette interview est toujours disponible sur le site de l'INCJ. Aujourd'hui, qu'attendez-vous des candidats, tant sur le fond que sur la forme? Alors, je vais redire un petit peu ce que j'avais dit. Vous savez que l'épreuve du grand oral est une épreuve avec un coefficient 3, si je ne m'abuse. Elle est importante pour vous. Je rappelle aussi que pour les épreuves, il y a une note éliminatoire à 7. Et ça, c'est important parce que quelquefois, ça nous pose problème pour évaluer notamment les copies à l'écrit. À l'oral, vous savez que cette épreuve de grand oral, on vous donne un sujet en rapport avec l'actualité sociale, judiciaire, institutionnelle. Donc c'est un sujet d'actualité. Ce qu'on attend de vous,
vous passez une demi-heure avec nous. Vous avez une demi-heure ou une heure de préparation, je ne sais plus, une 40 minutes, je crois. demi-heure, hein, je crois, de préparation. Et vous avez votre sujet. Là encore, il faut que vous le lisiez attentivement, que vous ne fassiez pas de contresens. Vous allez exposer votre sujet pendant une dizaine de minutes devant le jury. Donc, on vous demande un plan structuré avec une réflexion. Après, les idées qui y sont, les connaissances qui y sont, bon, elles sont importantes, mais ça n'est pas tant ce que l'on juge que le raisonnement dont vous faites preuve, la réflexion, la curiosité que vous avez manifestée. Ça, c'est important. Il faut vous préparer à cette épreuve. Comme je l'ai dit, je le répète, donc vous vous reporterez à ce que j'avais dit déjà l'an passé. Cette épreuve suppose que vous vous teniez au courant de l'actualité. Les questions qui vous sont posées sont en rapport avec cette actualité, hein. On ne va pas chercher des sujets trop compliqués par rapport à ce qui se passe dans votre environnement quotidien. On pose des questions sur les institutions, on pose des questions sur la vie internationale, sur les institutions européennes, des sujets que vous pouvez glaner dans les journaux. Comme je l'avais dit l'an passé, c'est très facile pour vous de savoir ce qui est dans l'air du temps, puisque vous avez les matinales de divers quotidiens, Le Monde, Le Figaro. Vous pouvez y trouver ce que nous allons trouver pour élaborer les sujets qui vous seront posés, hein. Donc, il n'y a pas de questions. Donc, après, ce qu'on vous demande, c'est de faire une introduction. Donc, l'introduction, elle a pour but de poser le sujet, de définir les termes de celui-ci. Et c'est important, quand vous allez vous préparer, là encore, de bien lire et de bien définir les termes du sujet, parce que ça vous évitera un contresens. Ensuite, vous développez thèse, antithèse, vous développez l'argumentaire que vous souhaitez. Et comme je vous le dis, s'il y a quelques sujets qui peuvent vous paraître polémiques, ayez un avis. On ne vous jugera pas sur cet avis, on vous jugera sur la façon dont vous avez argumenté. Ce qu'on veut, c'est une réflexion de votre part. C'est voir comment vous réagissez face à un sujet nouveau, parce que quand vous allez vous retrouver dans votre étude, vous aurez des clients qui vous amèneront une question. Il faudra que vous réagissiez, que vous formalisiez la question, que vous formalisiez votre réponse dans un délai donné. Donc ça, c'est important et c'est ce que l'on va noter dans cette épreuve. Alors après, à partir de ce que vous aurez dit, nous prenons quelques notes, nous essayons de vous amener à réfléchir un petit peu au-delà de ce que vous avez dit. Si vous êtes un peu sec, on va essayer de vous amener à répondre à la question en vous posant nous-mêmes des questions. On va peut-être vous titiller pour vous faire valoir que vous avez peut-être un peu été court ou que vous vous êtes contredit. Voilà, c'est le rôle du jury. Et ensuite, on vous posera des questions plus larges sur des domaines très variés, que ce soit géographie, littérature. On réagit aussi par rapport à ce que vous avez dit. Alors, c'est ce que j'avais indiqué l'an passé. Quand vous vous sentez à l'aise quelque part, dans un domaine particulier, essayez de donner des perfs au jury qui s'en emparera pour vous interroger sur tel ou tel domaine. Tenez-vous au courant, comme je l'ai dit, de l'actualité. Comme je l'avais dit l'année dernière, novembre, c'est le mois des prix littéraires. Ayez au moins l'idée de savoir quel est le prix Goncourt, où il y a la remise des prix Nobel aussi. Ayez quelques idées sur la question. Connaissez au moins le nom d'un certain nombre de ministres. Ça peut être utile. Alors, je sais bien qu'à l'heure actuelle, c'est un peu compliqué, mais bon.
D'ici là, nous pouvons espérer que nous aurons des ministres. Peut-être Bien, pas celui des anciens combattants. oui, on ne sait jamais. Donc, voilà. Souvent, lorsque, comme je l'avais dit, le jury n'est pas là forcément, n'est pas là pour vous enfoncer. Il essaye au contraire de vous rattraper. Il est relativement bienveillant. Il va essayer de tirer de vous le meilleur de ce que vous avez. Et souvent, on finit par vous poser des questions sur ce que vous aimez, sur vos centres d'intérêt. Donc, essayez de réfléchir à donner des réponses structurées. Mais dites la vérité. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir au jury. Vous n'allez pas lui dire que, je sais pas, vous êtes un cinéphile avéré si c'est pas le cas. Nous, on s'en fiche. Vous pouvez avoir des hobbies tout à fait. Surtout que c'est dangereux parce que si un membre du jury est cinéphile avéré, vous allez très vite fait ça. Des questions. Moi, Ça peut vous revenir comme un boomerang. pour votre information, moi j'aime beaucoup la littérature et je lis énormément, donc soyez blindés sur cet aspect-là des choses. Non, mais plus prosaïquement, ayez quand même à l'idée de pouvoir répondre à ce genre de questions. Si vous aimez les voyages, eh bien, ayez à l'idée 1 ou 2 voyages. Mais là aussi, sachez que les membres du jury, ils voyagent aussi. Ils peuvent être allés dans le pays que vous indiquez et vous poser des questions. Donc, voilà. Vous verrez que les 30 minutes peuvent passer très vite. Elles peuvent quelquefois être longues pour certains. Mais nous cantonnons là aussi à être très juste avec tous les candidats, c'est-à-dire qu'on regarde le temps donné et on tient la demi-heure pour tous les cas. Monsieur Decoq, si vous voulez ajouter quelque chose sur cette Guillaume épreuve. aussi peut-être. Messieurs les Et Guillaume professeurs, en votre qualité d'universitaire, qu'attendez-vous des candidats? Y aurait-il une préparation spécifique à cette épreuve? Est-ce que Guillaume veut parler le premier Oh, peut-être si tu veux simplement dire quelques mots, mais de toute façon, je m'inscris dans le sillage de ce qui a été dit par Madame la Présidente. Pour ce qui est de l'épreuve, vous avez bien compris qu'il y a 2 phases. Il y a une phase d'exposé et puis il y a une phase d'échange. Pour ce qui est de l'exposé, tout a été dit, il faut être rigoureux, il faut annoncer le plan et s'y tenir, parce qu'il ne s'agit pas d'annoncer un plan et puis après de divaguer une idée en entraînant une autre. Il faut définir les termes du sujet, commencez par ça, vous êtes des juristes et vous adressez à des juristes, donc ça c'est très important. Pour la forme, la tenue est importante et je ne parle pas simplement de tenue vestimentaire, il y a une question d'attitude et de réponse aux questions. Pour ce qui est de la partie interactive, si une question n'est pas claire, n'hésitez pas à faire répéter le membre du jury, prenez quelques secondes pour la réflexion. Ça peut être important. Pour ce qui est de la préparation, bien être curieux, hein, s'intéresser à l'actualité, et l'actualité est importante, et comme cela a été dit, il y a différents canaux pour se tenir à jour. Donc, les questions peuvent être en lien direct avec votre sujet ou, comme cela a été dit, on peut rebondir sur les questions. Donc, il peut y avoir des stratégies de votre part pour amener le jury vers un sujet. Là encore, cela a été dit, sujet que vous maîtrisez. Voilà en quelques mots ce que je pouvais dire. Mais encore une fois, on a conscience que vous pouvez ne pas connaître tout sur tout. En revanche, le raisonnement, c'est important et vous pouvez adapter votre rigueur à n'importe quel sujet. Voilà, en quelques mots. Mais le professeur Decoq peut-être ajoutera. Oui, non, mais j'ai envie de dire, comme Guillaume, il y a la préparation, il y a l'exposé que vous faites et des questions. Et dans les deux, si on vous pose une question, moi je regarde souvent, je suis très les collectors sur l'INA, les réponses que faisait Valéry Giscard d'Estaing. Je ne sais pas si vous vous souvenez de regarder ça. On lui pose une question, un journaliste lui pose une question, comme ça, le monsieur, qu'est-ce que vous pensez Et il répondait tout de suite, je vous réponds en 3 points. Il annonçait un plan, vous voyez, il disait, au lieu de se lancer dans la question, il annonçait, même pour une question comme ça du tac au tac, une espèce de structuration de son discours. Et ça, c'est un conseil que je vous donne, c'est-à-dire que je vous dis, est-ce que la Terre est ronde? Vous allez me répondre, au lieu de me dire oui tout de suite, il va dire, il y a une possibilité qu'elle le soit, et il y a des gens qui la critiquent. Vous voyez, donc vous annoncez, il y a des platistes, bon, on peut faire la critique, voilà. Donc vous comprenez, vous structurez votre discours. Voilà. Même dans les réponses aux questions qu'on vous donne.
Et ça, ça va vous donner un plus. Ça va donner une forme, et peut-être même ça va vous donner des idées auxquelles que vous n'avez pas Oui. sur le moment. Parce que la chose que vous devez faire, si vous êtes sec sur un sujet, peut-être le conseil que je peux vous donner, c'est de vous poser les questions classiques. Qui, quoi, comment, pourquoi, où. Vous voyez, vous interrogez votre sujet. Et c'est en vous posant des questions sur le sujet que vous trouverez des réponses, même auxquelles vous n'avez pas songé. Donc ça, c'est un peu le conseil que je vous donne pour vous en tirer si vous êtes sec sur une question que vous ne connaissez pas. Il faut donner l'apparence de maîtriser votre sujet, même si vous ne le maîtrisez pas. On ne sera pas dupe, mais au moins on notera la note artistique, la note technique. Alors, est-ce qu'il y a une préparation spécifique à cette épreuve? J'ai envie de vous dire, c'est non, parce que c'est quelque chose qui est le poids d'une vie, j'ai envie de vous dire. Il faut se préparer dès son berceau, j'ai envie de vous dire. Oui. La culture générale, ça ne prend pas. Alors, évidemment, il faut vous tenir au courant de l'actualité, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans la dernière année. Ce qui serait bien aussi, parce qu'il y a des questions qui arrivent, c'est que vous connaissiez quand même les institutions de la République, les institutions européennes, que vous ayez des idées sur les organisations internationales. C'est quand même. Alors vous avez, ça existe toujours, les que sais-je, hein, donc vous pouvez trouver des domaines. Puis bon, Internet vous permet d'avoir accès à des tas de connaissances. Je voulais rajouter aussi une chose sur la présentation. Veillez à votre syntaxe. Pas d'expression familière, on en a eu quelques fois. Comme je l'avais dit l'an passé, peut-être ce serait bon de vous entraîner avec des camarades, de vous faire passer des épreuves pour voir comment vous vous débrouillez, si vous avez des facilités ou pas, pour travailler votre élocution, travailler votre syntaxe, voir si vous avez des tics de langage. Ça, vos camarades ou votre famille peut vous écouter. Et du coup, oui, tout à fait, effectivement. Enfin, donc, oui, mais peut-être que nous, on en a aussi. Hein. Oui, On a tous des tics. Mais quand on passe un examen, évidemment, ça peut être énervant pour le jury de vous entendre répéter toujours la même chose. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, sur le comportement aussi, ne buvez pas devant le jury. Hein. Je suis désolée, mais vous passez une épreuve, ça dure une demi-heure. Vous buvez avant, vous buvez après, mais pendant, c'est très désagréable à regarder. Moi, je me souviens, quand j'étais en audience, j'avais une présidente, si elle voyait un avocat en train de boire ou en train de mettre sa robe dans la salle d'audience, elle l'envoyait dehors parce que ça ne se faisait pas. Donc, il y a des choses et des règles de respect de l'autre qui doivent exister. Sur la tenue, comme je l'avais dit, on n'est pas formaliste, mais enfin, évitez quand même d'arriver Un objectif. basket ou bon, faites un petit effort. On ne demande pas aux garçons d'avoir la cravate forcément, mais enfin au moins une veste et une attitude à peu près normale. Et comme je l'avais dit l'année dernière, les filles ne sont pas obligées d'être en noir avec un chemisier blanc, c'est pas la tenue obligatoire. Vous pouvez vous permettre un peu de fantaisie du moment qu'elle reste de bon goût et correcte. Pas comme je l'ai signalé l'an passé aussi, on avait eu il y a 2 ans une candidate avec un décolleté un petit peu excessif. Bon, c'est pas le lieu. Et quand vous serez dans votre étude, c'est pareil. Vous devrez être un minimum correct vis-à-vis de vos clients. Ça n'a rien d'ostentatoire. C'est aussi le respect de la personne qui se trouve en face de vous. Voilà. Vous n'êtes ni en vacances ni sur la plage. Vous êtes en train de passer un examen. Voilà. Si je peux juste apporter un point, c'est dans votre présentation cette fois, mais enfin, en précisant que, à mon sens, le caractère honnête de votre personne est important. Il est très désagréable d'avoir des personnes, pour avoir fait les 2 épreuves, d'avoir des séducteurs. On le voit tout de suite que le comportement n'est pas naturel, la présentation n'est pas naturelle. Et donc, on aura plutôt tendance à venir poser des questions pour rechercher la réalité de votre personne. N'ayez pas
peur de ce que vous connaissez, de ce que vous êtes, de votre personnalité. Au contraire, c'est ce qui est intéressant dans ce type d'épreuve, c'est de composer, de vous présenter tel que vous êtes. Donc, restez naturel. Enfin, quand je dis naturel, c'est naturel dans vos propos, dans vos pensées, dans votre expression. Soignez-vous, simplement, mais absolument, ne venez pas chercher la séduction. On n'est pas là pour noter des vendeurs winners. On vient tout simplement engager une discussion, une appréciation de vos qualités personnelles. Voilà. Tout à fait. Oui. Maître Duff, vous avez été jury de l'épreuve juridique. Pouvez-vous rappeler l'objectif de cette épreuve et ce qu'attend le jury? Quels conseils de préparation et de méthodologie pourriez-vous donner aux candidats, avant et pendant l'épreuve? Bien, l'épreuve juridique. Cette épreuve est particulière par rapport aux autres épreuves, puisque c'est la seule épreuve qui ne dispose pas de temps de préparation. Donc c'est assez particulier et difficile à appréhender tant pour le candidat que pour les membres du jury. Bon, très clairement, pour comprendre l'objectif de l'épreuve, ce qu'on attend le jury, ça impose de reprendre un petit peu le déroulé de cette épreuve. Donc vous avez un choix de sujet tiré au sort. On va vous laisser prendre connaissance du sujet, prendre quelques secondes de réflexion et ensuite à vous d'exposer. Alors, je sais, ça fait peur, c'est délicat de venir comme ça sans avoir de code, sans avoir de temps de préparation. Pour autant, c'est intéressant dans la mesure où on va revenir sur l'objectif de cette épreuve et ce que l'on attend de vous. Ça en déroule directement, c'est de savoir quel est votre socle juridique, quelles sont vos connaissances de base, quelles sont vos connaissances profondes. Lorsque vous avez une question, j'éviterai de donner des exemples parce que vous allez tous penser que toutes les questions de droit dans l'épreuve juridique sont celles-là, mais lorsque vous avez une question de droit qui est posée et que vous n'avez pas de code, vous allez revenir tout simplement à votre base, aux règles de droit général. Parfois, il faut revenir sur le droit civil général, sur la procédure civile générale, pour retrouver l'épreuve ou pour retrouver le détail de la réponse attendue. Et puis ensuite, vous allez préciser avec votre socle de connaissances, préciser votre réponse et éventuellement colorer même cette réponse par quelques exemples. Pas de panique, hein, il est bien évident que sur une épreuve de ce type, vous n'aurez pas la parole pendant les 20 minutes, donc que le sujet soit traité en 5 ou 10 minutes, s'il ne mérite pas plus de temps, il n'y a absolument aucun souci, puisque vous aurez des questions complémentaires, tant sur le sujet que sur des sujets annexes qui permettent d'appréhender, cette fois, non seulement vos connaissances spécifiques sur la matière qui a été posée, mais éventuellement de pouvoir passer sur des questions un petit peu différentes. Hein. Si vous avez été interrogé en procédure civile, on aura tendance à venir poser des questions en matière commerciale ou tout simplement en procédure civile, on va revenir sur le droit civil général. La qualité de votre préparation va dépendre donc votre préparation est importante, ce que je veux dire, parce que comme vous n'avez pas le code, il faut vous entraîner à vous retrouver un petit peu bloqué. On revient sur ce qu'a dit Mme Modan tout à l'heure, s'entraîner à la discussion avec d'autres candidats, avec des tiers, c'est important, puisque lorsqu'on va vous poser la question, il y aura un moment où vous êtes un peu saisi, vous l'appréhendez, et ce moment-là, il va durer, mais il ne faut pas qu'il dure trop longtemps. Donc, vous appréhendez votre question et vous trouvez une technique qui va vous permettre de mettre en place vos idées et de les présenter. Cette technique, c'est de repartir toujours en lucas général, de l'exposer très loin. Ça vous laisse le temps de dérouler, de former un petit entonnoir qui est assez rapide, hein, lors d'1 minute, et vous avez le temps de glisser comme ça sur la question. Que vous dire de plus? Il est bien évident que comme vous n'avez pas de code avec vous, je vous en dirai d'ailleurs, les numéros d'articles et les jurisprudences de tête ne sont pas en soi importantes, mais dans votre cursus, il est bien évident que certains articles sont quasi bibliques, on va dire. Donc,
sont nécessairement connus. Maintenant, dans le détail d'une procédure civile d'exécution, connaître tous les R en détail n'impose aucun intérêt. Je préfère que vous ayez connaissance d'un délai de 8 jours, et savoir qu'un délai de 8 jours, parfois, rend une procédure caduque. Oui, faire la différence, par exemple, entre la caducité et la nullité. Vous voyez, on est plus sur des éléments comme ça, plutôt que d'aller nous chercher des textes de droit précis. Alors, moi, je vous donnerai un conseil que m'avait donné un de mes maîtres quand je passais le concours d'agrégation, parce que la première épreuve au concours d'agrégation, c'est une discussion de 45 minutes avec le jury, donc 7 personnes qui vous posent des questions non-stop, sans préparation, donc ça ressemble beaucoup à cette épreuve. Mon maître m'avait donné comme conseil de dire, quand vous connaissez une réponse à une question, ne répondez pas tout de suite. Faites semblant de ne pas connaître la question, de dérouler le raisonnement à voix haute pour arriver à la réponse, et comme ça, vous gagnez du temps. Et donc, le jury aura moins de temps pour vous poser des questions auxquelles vous n'avez pas la réponse, parce que ça finira toujours par arriver. C'est ça. Donc, il faut savoir gérer. Je ne devrais pas dire ça devant Hervé, parce que vous allez tous le faire. Mais c'est une bonne technique. Il faut avoir la présence d'esprit de dire, quand on a la réponse, pas de dire, ça y est, je sais, c'est ça. Il faut se maîtriser. Et c'est vrai que ce soit pour l'épreuve juridique ou pour le grand oral, c'est vrai que si vous vous sentez à l'aise dans une réponse, développez-la, parce que vous occupez le terrain. Oui. Mais développez-la de manière intelligente, à pas laisser une faille. Moi, j'ai le souvenir, lorsque je préparais le concours aussi, il y avait une épreuve de culture générale où on a commencé à me parler de la comtesse de Ségur. Donc, j'ai dit Sophie Rostopchine. Après, on m'a dit Staline. Donc, il a fallu que je donne le nom. J'étais capable. Lénine. Et puis, je suis arrivée à Trotsky. Et là, j'étais un peu sèche. Donc, il faut toujours faire attention à ce que l'on dit. Trotskiste. Ma jeunesse. Alors, non, mais bon, donc voilà des petits trucs. Bon, c'est pas infaillible, hein, de toute façon. Non, de toute façon, il y aura toujours un moment où vous allez arriver à l'os, j'ai envie de vous dire, oui, où vous allez sécher. Donc, au lieu de dire n'importe quoi, il faut avoir parfois le courage de dire je ne sais pas. Je ne sais pas, et c'est pas pour ça que c'est grave. Vous voyez, si Absolument. vous essayez de trouver la solution, vous dites peut-être, voilà, vous entrez dans un dialogue avec le jury, et puis si vous ne savez vraiment pas, vous ne savez pas. Voilà, on ne sait pas tout, hein, surtout. N'ayez pas peur du jeu des questions, puisque plus il y a de questions, parfois c'est parce que vous avez très bien répondu de façon assez concise, donc ça laisse du temps. Plus il y a de questions, plus on a une marge d'appréciation. Et n'ayez pas ce calcul qui est de dire j'ai eu 5-6 questions, peut-être que j'en ai raté 4, donc je suis moins bon. Au contraire, toutes les questions permettent d'appréhender vos connaissances. Puis on a plutôt tendance à dire que plus il y a de questions, plus vous savez, et plus on peut aller loin. Encore une fois, comme a dit le professeur Decoq, ne pas savoir, c'est absolument pas gênant. Enfin, soit si vous ne connaissez pas le thème principal. Si vous ne connaissez rien, c'est gênant. Si vous ne connaissez rien, c'est gênant. Mais ne pas répondre à une question, c'est effectivement mieux d'indiquer que vous ne connaissez pas la réponse, vous ne la voyez pas, parce qu'on va essayer de vous guider, peut-être de la reformuler. Et souvent, on voit que les connaissances sont là. C'est juste que vous aviez peut-être un besoin d'un petit peu d'aide pour aller les retrouver. Oui, et j'allais dire, c'est important que vous ayez aussi des doutes. Être toujours dans la certitude, ça peut être dangereux, surtout dans les métiers que nous avons. Vous pouvez amener après un client à faire une erreur. Il vaut mieux avoir un doute et vérifier après vos connaissances plutôt que de partir bille en tête. Comme on l'a dit, c'est la réflexion aussi qui prime. Prenez le temps dans l'exposé, surtout sur cette épreuve-là, où donc vous n'avez pas de préparation et elle est relativement rapide, et vous êtes sur le cœur de votre formation, le cœur de métier. Donc prenez le temps dans votre expression, n'allez pas trop vite, vous avez le temps de vous poser, vous avez le temps de vous exprimer. Plus vous allez vite, plus vous perdez en qualité, plus vous prenez des risques. Donc prenez le temps, posez-vous, si vous n'êtes pas pressé. Sur votre qualité d'expression, vous pouvez parfois prendre quelques raccourcis que l'on comprend professionnellement. Le tout, c'est de ne pas commencer votre exposé par des raccourcis. Il est très désagréable de commencer l'exposé en parlant du GEX. On va commencer à parler du juge de l'exécution, puis après, dans le cours de la conversation, on comprend très bien que certains mécanismes et certains raccourcis s'installent. Mais vous ne pouvez pas commencer
Oui. immédiatement votre présentation. Et alors, sur ces surtout termes-là. quand on utilise des acronymes comme Oui. GEX, la question qui peut vous être posée, c'est qu'est-ce que ça veut dire, Oui. qu'est-ce que ça veut dire GEX? Si vous ne le savez pas, ça fait désordre. fait désordre. Voilà. Donc, et on utilise parfois beaucoup d'acronymes à tort. Mm. Donc, voilà. Donc, soyez vigilants sur le fait de connaître les acronymes que vous utilisez. Oui, là encore, c'est précision, rigueur. Voilà. Parce que ça, c'est tout bête pour vous coincer. Peut-être ajouter quelque chose, cela a été évoqué, la jurisprudence. Quelquefois, certains candidats annoncent 4 ou 5 arrêts avec des dates qui sont invérifiables. Donc, sauf à avoir des arrêts qui sont très connus et pour lesquels la date ne pose pas de problème et est connue de tous, ça ne sert à rien de multiplier les jurisprudences qui ne seront pas vérifiables par le jury parce que ça peut être contre-productif aussi, hein. Mm. Oui, toujours sur cette expression, la jurisprudence, mais également la doctrine, puisqu'on a tendance à... Voilà, ça c'est une réponse classique, lorsqu'on ne sait pas trop, bon, la doctrine est partagée, ou la doctrine pense que, bon, soit si vous connaissez l'auteur, il pouvait effectivement nous parler précisément de l'auteur, à défaut, restez dans votre avis simplement. Inutile d'aller chercher l'appui d'une pseudo-doctrine. Vous avez suffisamment de connaissances juridiques aujourd'hui pour être capable d'analyser et d'avoir un avis. Peut-être ne sera-t-il pas suivi par la Cour de cassation, mais au moins vous avez un avis. Et comme je le dis, lorsqu'une décision est tranchée par la Cour de cassation, c'est quand même que le problème s'est posé sur 3 ou 4 juridictions auparavant. Donc, le débat est intéressant. On va passer aux questions. C'est de faire une petite pause de quelques minutes pour synthétiser un petit peu les questions. Et si vous avez quelques questions encore qui viennent sur les épreuves, vous pouvez les poser et on verra ensemble. Parfait. Bon, donc, C'est bon. Nous allons reprendre et essayer de répondre à toutes les questions que vous avez posées. Donc en regardant un petit peu de l'ensemble des questions qui sont posées, vous avez quand même quelques questions qui sont d'ordre pratique sur l'organisation des épreuves. Beaucoup de questions sur les documents à apporter. Sur les questions pratiques, sur les heures d'arrivée, heures de sortie, organisation de l'épreuve, tiers-temps, temps aménagé, écoutez, tout a été vu par l'équipe de l'examen professionnel. Vous aurez de toute façon le règlement et tout ce qui est aménagement de temps, aucune inquiétude, tout a été pris en compte. Première chose, lire votre convocation. Oui. Et vous aurez tous les éléments nécessaires sur celle-ci. Sur ce que vous amenez, bon, bien sûr, vous aurez vos affaires, pas d'inquiétude. Vous avez de quoi poser une valise sous la table, donc vous pouvez garder vos affaires. Grande inquiétude, le code, les Légifrance, les documents, qu'est-ce qui est interdit et autorisé. Alors, en rappel, les codes annotés, non commentés, sont autorisés et sont interdits. Tous les autres codes, les codes commentés. Alors, vous avez pour habitude de travailler avec des post-it, des marque-pages. Je vous rappelle donc le règlement qui m'a dit, soulignage uniquement à l'intérieur des pages et non sur les tranches. Donc voilà. Quant à ces fameux codes, écoutez, le jury a pris une décision, donc c'est d'éviter que tout le monde se retrouve avec des feuilles imprimées de tous les côtés, et les sujets sont donc rédigés en conséquence, sans en dire plus. Certes, vous allez avoir différentes présentations, ou peut-être certains points sont différents d'un code à l'autre. Pour autant, que l'on soit bien d'accord, vous êtes sur des épreuves écrites. Peut-être ne trouverez-vous pas un article particulier du code de la consommation d'un code à l'autre. Très honnêtement, ce n'est pas sur ce point-là que vous serez sanctionné. Donc, aucune inquiétude. Que vous ayez un type de code ou l'autre, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Tout ce qu'il vous faut pour rédiger convenablement vos 2 épreuves. Les sujets peuvent avoir une implication avec d'autres textes que le Code civil et le Code de commerce, mais ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Je pense notamment à une question que j'ai posée
je vous le dis, où il y a un article du Code des assurances qui est cité. C'est pas, je ne vous interroge pas sur cet article puisque vous ne l'avez pas. Donc les sujets sont faits pour que vous puissiez répondre à la question posée avec le Code civil et le Code de commerce, que ce soit Dalloz, Lexis, peu importe. Je teste moi-même la faisabilité du sujet avec les codes, donc en amont. Voilà. Rien n'est infaisable. Lorsque l'on parle de code, on va également parler du code donc, qui a été utilisé au moment de la rédaction. Donc, c'est-à-dire que, certes, on sait que les codes vont arriver, on est sur une période où les codes 2025 commencent à sortir. Bon, il est bien évident qu'on ne vous demande pas d'avoir ce code-là. Ce qu'il vous faut, c'est le code de l'année. Et encore, dans la plupart des épreuves, les codes antérieurs sont c'est-à-dire que suffisants. la question, c'est de savoir jusqu'à quand vous avez de la jurisprudence, parce qu'il y a des arrêts très importants qui peuvent être rendus en juin, en juillet de cette année. Oui, mais enfin, vous êtes supposé vous maintenir au courant de ce qui se passe et des grands arrêts qui peuvent être rendus par la Cour de cassation au cours de l'année et des 6 derniers mois. Ça, ça fait l'objet de toute façon de commentaires. Si vous tenez au courant de la jurisprudence, vous avez connaissance des derniers arrêts. Et encore une fois, avec votre niveau et vos années d'expérience en droit, il y a bien évidemment des éléments que vous connaissez et vous n'avez pas besoin d'avoir le texte en particulier. Encore une fois, les sujets sont rédigés en fonction de ces éléments-là. Et si l'on vous dit que vous n'avez pas besoin d'autres codes que ceux qui sont indiqués, qu'ils soient bleus ou qu'ils soient rouges, peu importe, vous avez tout ce qu'il faut. L'engagement est pris. Sur toujours ces éléments pratiques, donc une fois qu'on a vu les codes, oui, alors les impressions légifrances, bien sûr, sont interdites. Donc vous avez les codes, ça suffit, il n'y a pas de souci. Quant à la présentation, ensuite, vraiment, on est vraiment dans la pratique, dans la présentation de vos 2 épreuves, matin ou après-midi. Donc vous avez les copies qui sont distribuées, vous avez un schéma à organiser pour qu'on puisse collationner les copies et les retrouver. Sur la présentation, il faut être lisible, respecter les marges, tout simplement. Quant aux abréviations, encore une fois, on en a déjà parlé pour l'oral. Bon, j'allais dire, puisqu'on en est au côté pratique, oui. Quand vous utilisez un certain nombre de feuilles, veillez à bien les numéroter et qu'on puisse bien suivre l'utilisation des feuilles. Parce que quand on corrige, après, quelquefois, on ne sait plus où on en est. Donc, numérotez vos feuilles correctement pour qu'on puisse vous lire dans l'ordre sans avoir besoin de chercher. Parce que nous, les corrections, on les fait sur l'ordinateur. Enfin, on a vos feuilles scannées. Donc, faites en sorte que quand les services scanneront vos feuilles, elles puissent le faire dans un ordre donné. Donc, tout ce qui est question maintenant sur les codes, écoutez, que ça vous plaise ou pas, malheureusement, à un moment, c'est tranché. La règle, elle est là. Vous êtes nombreux. La règle, elle est simple. Vous avez vos codes. Le surlignage, soulignage uniquement à l'intérieur des pages et non sur les tranches. Si une tranche est tachée, s'il y a un problème, ce sera vu sur place. Mais l'idée, c'est qu'en fait, vous ne facilitiez pas votre travail en prenant déjà des pré-repères dans les codes. Voilà. Et en plus, vous perdriez un temps, puisque, encore une fois, je vous assure que sur l'organisation des épreuves et sur ce que l'on attend de vous, c'est plus dans l'intelligence que du recopiage. D'accord ? Pour le pratique, je pense que c'est clair. Oui. Après, à l'oral, on vous donne, vous tirez les sujets. Enfin, je sais pas, on en parlera après de l'oral. On va venir donc toujours sur les écrits. On retrouve beaucoup de questions sur, messieurs les professeurs, entre la différence entre cas pratique et consultation juridique. Vous avez notamment indiqué, ce qui est important en plus, c'est l'argumentation, à savoir les conditions d'application et les effets qui en découlent. Par exemple. Mais la grande inquiétude, c'est ça. Quelle différence faites-vous entre cas pratique et consultation ? Et est-ce que le candidat doit s'adapter au thème qui va être donné, consultation ou cas pratique ? Alors, non, parce que la distinction est ténue, parce qu'il s'agit toujours du même raisonnement, mais
J'ai envie de vous dire, c'est une question de la façon dont la question est posée. Donc, vous n'avez pas à vous biler, si j'ose dire, puisque la façon dont la question va vous être posée, naturellement, va vous amener à donner, à faire plutôt une consultation qu'un cas pratique. Je m'explique. La consultation, c'est quelqu'un qui vous pose une question et qui est impliqué par les faits qui vous sont exposés. Je vous explique, Madame Menant vient vous voir parce qu'elle a un enfant qui désire faire des études aux États-Unis et vous pose la question de savoir si c'est pertinent. Bien. Par exemple, vous voyez, j'ai pris exprès une question qui n'est pas juridique. Et elle vous demande votre avis. Donc vous voyez que vous avez une opinion à émettre, une question qui vous est posée par quelqu'un qui est impliqué par le sujet. Le cas pratique, c'est plus anonyme, plus objectif. C'est plutôt la position. Vous voyez, la consultation, c'est la position qu'on adopte lorsqu'on a une partie à une question juridique, une partie d'un contrat. C'est votre client qui va venir vous voir. C'est votre client qui va venir vous voir. Tandis que le cas pratique, c'est plutôt la posture du juge qui a tranché le litige de façon objective, qui lui dit, bon, bah, est-ce qu'il est, d'une façon plus générale, voilà, est-ce qu'il est opportun qu'un élève, un étudiant qui a Bac+5 aille faire des études aux États-Unis? Voilà, indépendamment de savoir que c'est l'enfant de Madame Menant ou son petit-fils, et que, voilà, vous savez, c'est dans l'abstrait, général, objectif, valable pour tous, et vous voyez bien que ça va orienter la question différemment. Parce que vous allez être amené à poser des questions plus précises à Madame Menant, et dans l'autre cas, vous allez envisager des hypothèses plus abstraites. Voilà. Mais globalement, le raisonnement à mettre en œuvre est le même. Je reviens au syllogisme, une règle de droit, des faits, une conclusion. Voilà, c'est pas très compliqué. Alors, on me demande s'il faut le présenter comme ça, je crois que c'est un peu comme on l'a demandé. Pourquoi pas? Si ça vous aide, oui ou non, mais ça va vous aider si vous le présentez comme ça à être rigoureux, c'est-à-dire à ne rien oublier. Il y a 3 conditions, et voilà, les faits. Est-ce que les faits sont réunis? Est-ce que les conditions sont réunies dans les faits? Et quelles conclusions, c'est-à-dire quels sont les effets que la règle de droit pose si les conditions sont réunies? Voilà, bah, c'est rigoureux. Ça vous donne un moule formel de réponse. Alors, si vous en avez besoin parce que vous avez l'esprit qui bat la campagne, pourquoi pas? Ça va vous amener à vous auto-réguler vers la rigueur. Sur les questions que l'on a en général sur la preuve, que ce soit sur les preuves, que ce soit tant le matin que l'après-midi, il y a également beaucoup de questions sur la forme et la présentation, mais je pense qu'on est d'accord, la forme n'a pas d'intérêt, savoir si c'est je réponds en disant je réponds en disant nous, est-ce que je me positionne comme avocat, comme commissaire de justice? La question, elle est posée, vous y répondez de façon plus naturelle, sans que... Bon, l'abus de jeu dénote parfois une forme d'égocentrisme démesuré. L'abus du nous, c'est plutôt une forme de majesté. Généralement, vous pouvez répondre de façon un peu impersonnelle. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est pas. Alors, si vous commencez jeu au début de la copie, continuez, ne changez pas du jeu, du nous, selon les questions. Vous voyez. C'est pas ce qui vous pénalisera de toute façon. L'essentiel, on va suivre votre raisonnement juridique et votre réponse. Que ce soit je, que ce soit nous, l'essentiel, c'est d'analyser correctement la question et d'y répondre. Je pense que de manière générale, l'intérêt que vous portez à la forme dans ces 2 épreuves-là est un peu démesuré, dans la mesure où, si vous tendez simplement à un exposé et à des réponses, vous éviterez les travers, ou d'aller trop dans le développement, le rappel des questions qui n'a pas d'intérêt. Il faut aller de façon assez synthétique, hein. C'est une consultation, c'est un cas pratique, vous répondez à la question en ayant cerné. Le jury, il connaît la question, donc c'est pas la peine de lui dire, Monsieur Duchemol, il est venu me voir et il m'a demandé que non. Vous allez perdre du temps. Vous allez perdre du temps à recopier les faits ou la question, alors que ça vous est donné. Donc
C'est une épreuve où vous avez besoin de temps, de gérer votre temps. N'en perdez pas à recopier des choses qu'on connaît déjà. Hein. Et puis, les réponses doivent être identifiables, bien distinguer une réponse d'une autre, aller à la Oui. ligne éventuellement, parce que si tout est mélangé, ça sera plus dur pour le jury et on risque de passer à côté de certains éléments de réponse. Donc, il vaut mieux faciliter la vie au jury, c'est toujours préférable. Réponse à la question 1, réponse à la question 2, ça. réponse à... Mais si vous avez quelques instants, je pense que c'est vraiment là sur le point sur lequel il faut faire attention, c'est que dans vos développements, vous n'ayez pas omis de répondre à la question. Parce que c'est vrai qu'on a vu sur Oui. plusieurs cas des développements qui sont très bons. Pour autant, il nous manque la réponse. Et l'ensemble est important. Développer sans répondre, c'est gênant. Et répondre sans développer, c'est pas argumenté. Donc C'est un peu court. voilà, c'est oui, pourquoi, c'est non, pourquoi. Et vous devez garder ça en tête, pas vraiment d'autre chose. Je pense que c'est l'essentiel est là. On est d'accord. Et d'ailleurs, à ce propos, si vous utilisez des brouillons, pensez à numéroter les pages de brouillon. Que quand vous recopiez les éléments sur votre copie, n'en oubliez pas. Donc il faut bien numéroter et faire en sorte d'avoir de la rigueur, là encore, même dans le brouillon. Ok. Question orale. Oui. Quelques questions sur le développement oral. Bon, je comprends puisque c'est une matière nouvelle, surtout le grand oral, notamment sur les, alors, pas sur les questions qui sont posées, mais le type de questions auxquelles ils doivent s'attendre. On a Alors, les sur, questions, des thèmes, simples questions. les thèmes, bon, c'est l'actualité judiciaire, juridique, sociale, politique. Donc, c'est pour ça que je faisais référence aussi bien aux institutions de la République, aux institutions européennes, aux institutions internationales, aux cours supranationales. voilà. Donc une bonne connaissance. Alors comment est-ce que les sujets sont choisis? Tout bêtement, moi je prépare les sujets. Comme je suis comme vous, je lis l'actualité et j'imagine les sujets à partir des thèmes récurrents de l'actualité. Alors ça peut être une question. Ça peut être un thème qui vous amènera à réfléchir. Je ne peux pas vous en dire comme ça parce que ça vous donnera des idées. Mais c'est vraiment des choses qui sont en discussion. Très souvent, il y a des aspects juridiques à ces questions. Il y a souvent des aspects juridiques, Mais oui. ça peut être aussi des grandes questions sociales, qui sont des questions qui se posent, vous voyez, qui sont d'ailleurs pas forcément d'actualité au sens propre. Non, parce que ça fait un petit peu dans l'air du temps depuis plusieurs années, comme fait. Les grandes questions que sont l'intelligence artificielle, l'environnement, des choses comme ça. Voilà, on vous amène à réfléchir sur les grands thèmes sociétals. Bon, je peux pas vous s'oppose à la société française ou au monde entier d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des questions qui sont au gré de la lecture, de ce qui se passe autour de nous. Comme je vous l'ai dit, vous devez être curieux, vous devez vous intéresser à des tas de choses. Hein. Il ne faut pas être étroit d'esprit, vraiment. Vous vivez dans une société, vous allez exercer une profession qui vous met en rapport avec des tas de gens. Il faut que vous connaissiez vos interlocuteurs, il faut que vous soyez à même de savoir ce qui se passe dans la société dans laquelle vous allez exercer votre profession. D'où cette épreuve et d'où les questions qui peuvent être posées ou les thèmes qui vont être retenus. C'est aussi par exemple, vous voulez rentrer dans la profession de commissaire de justice. La moindre des choses, c'est pas de la connaître en large, mais au moins de vous y être intéressé. Ouais. Et parce que parfois, on a des gens qui savent même pas comment elle fonctionne. Oui, comment elle fonctionne. Donc, c'est quand même étrange de vouloir embrasser une profession sans la connaître. Bon, de la même façon, vous devez connaître quand même les institutions judiciaires, c'est la moindre des choses.
On a beaucoup de choses. De la même façon que vous pouvez vous interroger, on parle d'un certain nombre de projets de loi. Intéressez-vous aussi à l'activité parlementaire. Bon, inutile de vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être que les questions parlementaires, les questions d'organisation politique sont peut-être dans l'air du temps. Il y a des tas de questions là qui se posent. Sur les rapports entre les différents pouvoirs. Pensez aussi à la presse, au rôle de la presse. Comment sur et même vous allez passer l'épreuve au mois de novembre. Pensez qu'il peut y avoir des élections aussi dans d'autres pays qui peuvent avoir des conséquences importantes sur le monde. Soyez un minimum au courant de ce qui se passe aussi dans certains autres pays et sur la problématique même de ces élections, sur le choix qui est fait, sur les différents régimes politiques. C'est pas sorcier si vous lisez les journaux, si vous vous tenez un minimum au courant. Vous devez pouvoir avoir un petit peu savoir. C'est pas l'équipe, uniquement. Ah, pas seulement. Pas uniquement, mais ça peut être l'équipe. Ça peut être l'équipe. On n'a pas d'exclusive. Oui. Il faut justement. Et salut les copains quand même. Je ne sais pas si ça existe encore. Je ne sais pas si ça existe encore, puis c'est bon pour nous, vu notre génération, enfin en ce qui me concerne. Bon, ça peut être aussi de la musique, ça peut, je veux dire, dans les petites questions, c'est pas exclu. De l'intérêt, quel est le rôle maintenant? On le voit bien, je pense aux États-Unis, le rôle d'une chanteuse qui donne son avis sur le candidat qui doit être élu. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Quel est le rôle? Est-ce qu'on n'a pas déplacé quel est le rôle des intellectuels par rapport au showbiz? Il y a des tas de problématiques comme ça qui peuvent jouer. Oui, c'est... D'une manière générale, j'aurais tendance à vous conseiller aujourd'hui de vous présenter, vous êtes adulte, de vous présenter à cette épreuve libre et avec l'esprit de découverte. Certes, vous posez des questions, mais laissez aller. Ne restez pas sur ce que vous avez entendu, sur ce que l'on vous a dit, parce que les questions vont changer et puis la réponse n'est pas parfaite. Vous ne connaissez pas. Donc, le résultat d'expérience d'autres personnes vous est, à mon sens, totalement inutile. Et les questions, elles sont aussi en rapport avec ce que vous êtes, avec ce que vous nous dites. Donc nous, on va rebondir, on est là, on est à l'écoute, on est 3 d'abord en plus. Donc le jury, il est composé du président, moi ou un professeur, vous avez un commissaire de justice et puis vous avez une autre personne qui peut être un commissaire-priseur. D'autres personnes. Qui ont chacun aussi leur centre d'intérêt, leur connaissance et qui vont, au fur et à mesure de ce que vous direz, rebondir et appréhender ce que vous dites. Mais d'abord, ne vous censurez pas, dites ce que vous pensez aussi. Et puis, on rebondira sur ce que vous avez dit. Mais de toute façon, c'est pas en deux mois que vous allez pallier les carences de votre culture générale si elle n'est pas au top. De toute façon, vous avez quoi, 22, 23, 24 ans. On va pas vous demander de savoir ce que moi je sais à bien plus d'années. On ne sait pas. On veut pas savoir. Bien plus longtemps. Voilà. On ne veut pas savoir. Quant à l'épreuve juridique, de toute façon, la préparation que vous allez engager pour les épreuves écrites, c'est également la préparation pour les épreuves orales juridiques. Donc, dans l'intervalle pouvant exister entre la publication des résultats et les oraux, c'est pas là que tout va se jouer. Toute la préparation, elle se fait en amont et, une fois, en fonction de vos connaissances acquises. Après,
survolé dans les derniers instants. C'est vrai que les épreuves vont avoir lieu juste après l'élection du président des États-Unis. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, ça, au moins, c'est un thème que vous pouvez travailler. Ah Peut-être oui. qu'on ne vous interrogera pas dessus, mais Les épreuves de tir sportif, c'est ça? non, non, mais voilà, vous voyez, c'est Bah, réfléchissez. Enfin bon, je veux dire, il y a des tas d'événements qui se sont passés cet été. Bon, voilà. On vous fera réagir à un certain nombre de choses, à ce qui s'est passé dans l'année écoulée. Je vous dis, nous, on est, enfin bon, on regarde ce qui se passe aussi. Et on est comme vous. Mais je vous dis, soyez curieux, vraiment. Soyez ouverts. Écoutez l'autre Entraînez-vous. et entraînez-vous, oui. Oui. Je pense que c'est important aussi de vous minuter parce que vous avez environ 10 minutes. Bon, alors en général, vous n'allez pas au bout des 10 minutes, hein, mais Oui. essayez de faire en sorte qu'au moins on ait 7-8 minutes. Bon, voilà. Peut-être En aussi. résumé, pardon. Non, allez-y. Non, c'est bon. Oui. Guillaume, allez-y. Oui, non, simplement pour dire que si ça se passe comme l'année dernière, il faut bien avoir conscience que toutes les épreuves fixées à l'oral sont pour un candidat le même jour. Donc ça demande une certaine endurance aussi, une gestion du Oui, stress. c'est vrai. Donc ça, c'est important. Aussi, peut-être ajouter que vous ne pouvez pas assister, quand vous êtes candidat, aux soutenances des autres candidats. Donc ça, c'est important aussi de bien l'intégrer. Et puis, rappeler, mais alors là, Je suis pas sûre, hein. Je crois que l'année dernière, on a admis que des candidats viennent à l'avance assister, Ah, alors, je sais pas. sous réserve d'avoir prévenu l'organisation. Il me semblait que c'était des accompagnants, Non, notamment. non. Il y a, je parce que- pense, parce que de toute façon, l'épreuve, elle est publique. Donc, vous pouvez assister. Bon, si ce n'est que, comme les salles sont petites, on accepte qu'un ou deux candidats, éventuellement, et en silence, soient au fond de la salle. Mais, J'envisage aussi de demander son avis à celui qui. C'est une Oui. question de politesse élémentaire de demander son avis. à celui qui est en train de concourir. Voilà. Et s'il vous dit non, je préfère être tout seul, Voilà. de s'éclipser. Mais de toute façon, bon, très honnêtement, ça vous amènera pas grand-chose. Ça va vous stresser plus qu'autre chose, à mon avis. Et puis, on veille. De toute façon, sachez aussi que, en fonction du nombre de candidats qui sont admissibles, nous préparons autant de sujets de culture générale qu'il y a de candidats. Donc, il n'y aura jamais de candidats qui aient le même sujet. Même un peu plus. Oui, on en prépare plus d'ailleurs. On a une marge de manœuvre. Donc, vous n'aurez pas le même sujet que votre camarade. En plus, on renouvelle les questions. Il y a 2 ou 3 jurys. L'année dernière, il y avait 3 jurys, donc avec des centres d'intérêt qui ne sont pas forcément les mêmes, avec des questions qui peuvent être différentes. Donc honnêtement, si vous assistez à une épreuve d'un camarade, vous ne serez pas forcément avec le même jury. Voilà. Et puis ça peut vous faire naître des regrets parce que vous dites là je peux répondre, là je peux répondre. Parce que quand on n'est pas soi-même sur la sellette, on est meilleur. Plus à l'aise, oui. On est moins stressé. Et quand c'est soi, on dit ah j'aurais dû. Non. Ou alors vous pouvez avoir un candidat devant vous qui soit très bon et qui vous décourage parce que vous vous dites je serai jamais aussi bon que lui. Donc Voilà. c'est pas forcément le bon plan que de venir. Bon, si vraiment vous y tenez, vous pouvez, sous réserve de prévenir l'organisation les Nelly, mais bon, ça vous stressera à mon avis plus qu'autre chose. Et dernier point, parce qu'il y a quelques questions et quelques mythes sur la notation. Il n'existe pas de grille préétablie des épreuves. Donc, n'écoutez pas ce qui est dit. Telle question ne vaut pas tant de points. La grille de notation change d'année en année, d'épreuve en épreuve. Donc,
Voilà. Il y a Ah quelques ben, questions. il y a un barème pour Il y chaque. a un barème, mais le barème est revu chaque année en fonction de chaque épreuve. Et de chaque Bah question. oui, c'est pas une grille perpétuelle, mais Perpétuelle. Réfléchissez pas à ce qui peut être. Mais il y a un barème pour telle question, généralement notée sur un point ou sur 2 points. Tout ça, c'est faux. Lâchez-vous, faites votre épreuve. Et un point peut-être qu'on n'a pas évoqué, peut-être professeur l'après-midi, c'est le déroulé souvent des épreuves à l'écrit, où on peut avoir certains candidats qui présentent le cas pratique ou la consultation en fonction des questions sur lesquelles ils sont plus à l'aise. Et on se retrouve avec un devoir qui est totalement décousu. On passe de la question 4 à la question 2, à la question 1 pour des gestions de temps. Ben, s'ils ont fait un brouillon, ils peuvent recopier dans l'ordre. Voilà. Voilà, c'est quand même plus pratique. Qu'est-ce qu'on peut dire D'autant plus d'autre? qu'il peut y avoir un sens dans le déroulé des Oui, questions. tout à fait. Amener- Et que chaque question implique- permette de mieux répondre aux suivantes et il y ait une logique dans le cheminement des questions. Sur le barème de notation, alors à l'oral, de toute façon, donc nous sommes 3. Au bout de vos 30 minutes, vous vous retirez, nous délibérons. Il faut savoir que nous avons un certain nombre de candidats dans la matinée. À l'issue de votre passage, on vous donne une note provisoire et après, on évalue en fonction des candidats que nous avons eus. On fait un peu de péréquation. On évalue aussi en fonction de la difficulté des sujets, parce que quelquefois, il y a des sujets qui apparaissent plus difficiles que d'autres, donc on en tient compte. Et voilà. Et les notes ne seront pas communiquées à l'issue de l'épreuve. Non, Elles seront communiquées au résultat général. voilà. Voilà, Pour bah, les questions écoutez, pratiques, écoutez, très franchement, je vous reportez. invite à revoir voilà, tout ce qui a été vu. Vous n'avez aucune inquiétude sur vos thèmes particuliers. Vous avez un règlement, il est clair, et voilà, vous ne posez pas d'autres questions que cela. Voilà, donc on va vous souhaiter bon courage pour vos révisions, de bien vous préparer. Je vous conseille aussi la veille de décompresser. C'est pas la peine d'arriver complètement stressé. C'est pas le dernier jour que vous pourrez combler vos lacunes. Donc détendez-vous et essayez d'arriver reposé, dormez bien, essayez de vous apaiser. La veille ou aller faire une bonne course ou vous dépenser, mais essayez de laisser un peu de côté. C'est bien aussi d'avoir un peu de recul. Ça permet de gérer aussi son stress. Voilà. Donc, j'espère que nous enverrons un maximum d'entre vous à l'oral, même si ça nous donne beaucoup de travail. En tout cas, je vous souhaite bon courage et bonne chance. Voilà. À bientôt, bonne chance. Au revoir. Oui, bon courage à tous.